Gergovie, tout le monde sait où c'est, mais Alésia. Blois devient le lieu où on aime assassiner les gens. Depuis 1946, Cannes fait son festival. Mais 68, ce n'est pas que le quartier latin, c'est aussi Lyon, Bordeaux, Strasbourg. L'histoire de Soissons ne se résume pas à celle d'un vase. Tous les chemins mènent à Reims. Mais la victoire de Charles Martel a-t-elle bien eu lieu à Poitiers ? Grande date de nos régions, une émission animée par Éric Labaille et Cédric Delaunay. Un podcast ici en région. Sur la Moselle, face à Thionville, le site de Yutz est occupé depuis la plus haute antiquité. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce qu'il soit choisi par l'empereur carolingien pour y implanter l'une de ses résidences. Précisément, la place qu'occupe Yutz dans l'Empire explique que la ville soit choisie en 844 pour y accueillir un concile. En l'occurrence, il n'est pas discuté de théologie ou de vie de l'Église, mais bien de politique. Et quelle politique ? Il ne s'agit rien de moins que de statuer sur l'avenir de l'Empire de Charlemagne. Après le célèbre traité de Verdun, c'est à Yutz que l'Europe médiévale prend son nouveau visage. Éric Labaille, docteur en histoire, est avec nous aujourd'hui pour revenir sur ce colloque, certes peu connu, mais dont les conséquences ont été décisives. Bonjour Éric Labaille. Bonjour Cédric. Alors d'abord un petit peu sur le site de Yutz en lui-même, donc on est du côté de Thionville et c'est un site qui est occupé depuis des périodes de très haute antiquité. Oui, Yutz fait partie de ces sites dont on connaît l'occupation ancienne sans savoir exactement le début de cette occupation humaine. Toujours est-il que les premières traces remontent à l'âge de bronze. On est certain qu'il y a une implantation permanente à l'âge de bronze et là où on est vraiment sûr, c'est pour la période suivante, la période de l'Athènes, l'âge de fer, aux alentours de 500 avant Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que dans les années 1920, à l'occasion de travaux de construction d'un chemin de fer, on tombe sur ce qui pourrait être, mais malheureusement il n'y a pas eu de fouilles archéologiques en bonne et due forme sur le site, mais sur ce qui pourrait être la tombe d'un notable celte de la région. Et dans cette tombe, on tombe sur 2 eunokoé. Que sont des eunokoé ? Qu'est-ce qu'un eunokoé ? Un eunokoé, euno c'est le vin, ce sont des carafes à vin, des pichets, des vases à vin pour les grandes occasions. En l'occurrence, ce sont des objets particulièrement travaillés qui témoignent d'une maîtrise totale dans le travail. Alors en l'occurrence c'est du bronze, et du corail, c'est émaillé. Enfin ce sont de 2 pièces absolument extraordinaires qui sont actuellement conservées non pas en France mais en Angleterre au British Museum. Encore un coup des Anglais. Encore un coup des Anglais. Après la pierre de Rosette, ils nous ont volé les eunokoé de Yutz. Et donc ces 2 vases, pour revenir un peu sérieux, montrent que la personne qui les avait fait réaliser avait une certaine richesse, un certain pouvoir, et montre par extension que le site de Yutz est un site important lors de cette période de l'Athènes, c'est-à-dire, pour faire très simple, entre le 5e siècle, 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ et l'irruption des Romains avec la guerre des Gaules. Et donc on a une continuité historique puisque le site ensuite va être occupé par une cité romaine. Oui, une cité prend place à Yutz et devient au début du Moyen Âge le chef-lieu d'un comté, un comté assez vaste qui couvre sur une bonne moitié nord de la Lorraine. Et donc c'est là que Charlemagne aime résider. Oui, ça fait partie des résidences impériales. Charlemagne est un roi itinérant, comme chacun sait. Il a beau avoir son palais à Aix-la-Chapelle, il est quand même souvent en déplacement et il a des résidences de villégiature, dont la Villa Théodonis, qui est une de ces 5 grandes résidences implantées donc à proximité de Yutz. Oui, on est à une époque dans laquelle les rois, même s'ils deviennent empereurs, ont besoin d'affirmer leur personnalité et de faire voir leur personne aux populations qu'ils dominent afin d'affirmer leur pouvoir. Ah oui, c'est une période dans laquelle la communication n'est pas toujours évidente. Il faut pouvoir se faire connaître, il faut pouvoir se déplacer pour aller au plus près des lieux de prise de décision. On avait fait une émission sur la notion de capitale. Cette notion est quand même très fluctuante jusque sous les Capétiens, et donc a fortiori chez les Carolingiens, la notion de capitale est très
très vague. Et donc Charlemagne donc s'installe pour des périodes de villégiature à Yutz, ainsi que son fils qui prend la succession de l'Empire, Louis le Pieux, qui se rend aussi régulièrement dans sa villa de Yutz, accompagné de sa suite impériale. À la mort de Louis le Pieux, doit se partager l'Empire, hein. L'Empire doit être partagé entre ses 3 fils et rien de plus surprenant que ça se passe à Yutz, avec un évêque, hein, qui va essayer de gérer au mieux l'affaire, l'évêque Drogon. Oui, alors je vais scinder en plusieurs points. Le premier point, c'est la continuité du pouvoir dans l'espace carolingien. Charlemagne meurt en 814, on le sait. Il a un fils, non pas unique, mais survivant, qui est Louis le Pieux, qui va continuer à diriger cet empire en personne unique. Lorsqu'il meurt, là, les choses se compliquent. Il laisse 3 héritiers qui, chacun, pour des raisons diverses de droit, qu'on prenne toutes les lois possibles et imaginables, chacun revendique sa part de l'héritage. Que faut-il faire? Faut-il donner la titulature impériale à l'un d'entre eux et dédommager les autres? Faut-il partager équitablement l'empire issu de Louis le Pieux? Faut-il au contraire laisser la loi du plus fort s'imposer? Bref, les questions se posent. Donc les 3 fils, on les connaît tous, hein, Charles, Louis et Lothaire, vont se faire la guerre, vont se déchirer, s'entre-déchirer, jusqu'à ce que, non pas la raison, mais la logique finisse par l'emporter. Et en 843, le traité de Verdun aboutit à un partage de l'Empire en 3. Pour faire simple, Charles devient roi de la Francie occidentale. Ouais. N'oublions pas que c'est la première mention de cette entité territoriale qui serait le pays des Francs, la Francie, donc il va donner la France. Louis devient, qui va prendre comme surnom Louis le Germanique, Louis devient le roi de la Francie orientale, c'est-à-dire ce que l'on pourrait appeler la Germanie, qui va être le ferment de la future Allemagne, et une espèce de territoire assez improbable entre les deux, tout en longueur du nord vers le sud, qui est donné à Lothaire avec cette fois-ci la couronne impériale. Mais qui, d'un point de vue stratégique et de géolocalisation, n'est peut-être pas la meilleure. C'est complètement indéfendable. D'ailleurs, ce territoire va être rapidement partagé. Sa partie méridionale va devenir un royaume de Provence, royaume de Bourgogne. Sa partie médiane va devenir la Lotharingie. Donc, assez rapidement, ce non-sens géopolitique va disparaître au profit d'entités politiques plus cohérentes. Et la couronne impériale va rapidement passer, au bout de quelques générations, notamment avec les Ottoniens, va se devenir une couronne purement germanique, purement allemande, et va dominer l'Europe médiane. Tout ça pour dire que le traité de Verdun est un traité fondamental. C'est sur ce traité que le reste du Moyen-Âge va s'organiser, hein, avec les grandes puissances. Elles sont là, les grandes puissances, que ce soit la future France ou la future Allemagne. Ça porte en germe, c'est porté en germe par le traité de Verdun. Grande date de nos régions. Un podcast ici en région. Et il y a un personnage. Le personnage de Drogon. Voilà, que vous avez cité. Alors Drogon, qui est Drogon? Drogon, c'est un fils de Charlemagne. Un fils de Charlemagne, donc les autres sont des petits-fils de Charlemagne. Il serait né vers 801, donc au moment du traité, il aurait entre 40 et 45 ans. C'est un fils illégitime de Charlemagne, donc il ne peut pas prétendre à la couronne ou à une quelconque titulature, et en revanche, il est nommé évêque de Metz, qui est un poste enviable, parce que Metz, à l'époque, est une ville considérable dans l'espace carolingien. Et donc, il est évêque de Metz, et lors de la querelle de succession, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il va avoir des prises de position contrastées. On va le retrouver du côté de Louis le Germanique et de Charles, donc Charles le Chauve, contre Lothaire, et in fine, on va le retrouver aider Lothaire contre ses 2 frères.
Donc quelqu'un qui a le sens de l'intérêt individuel au détriment de la cohérence. Toujours est-il que le traité de Verdun étant acté, Drogon va profiter de son influence auprès de ses neveux, enfin ses semi-neveux, parce que le fils, je rappelle, fils illégitime, et il va les réunir donc à Yutz pour un concile. Alors le concile, on a toujours une idée. Qu'est-ce que c'est un concile, oui. Oui, aujourd'hui un concile, c'est une réunion purement religieuse dans laquelle on va rassembler les évêques, les cardinaux, de manière à discuter de points de théologie, de points de religion. En fait, les conciles, souvent au Moyen Âge, associent dans une très large mesure des princes temporels, des princes laïques, à des princes de l'Église. On y discute de choses extrêmement variées. Je pense notamment au concile de Clermont, dans lequel on a lancé entre guillemets la croisade, puisque le mot est un peu apocryphe. On a lancé la croisade, c'était un concile dans lequel on était réunis des princes laïques et des princes religieux. On y a parlé autant de théologie que de politique. Et bien là, à Yutz, le concile est une sorte de concile d'application des décisions prises à Verdun l'année précédente, et ce concile de Yutz permet de fixer un modus vivendi entre les trois frères, de manière à ce que la paix qui avait été proclamée l'année d'avant soit véritablement définitive, et elle le sera. Donc Yutz, un moment important, parce qu'on a tous Verdun en tête, mais là, Yutz, effectivement, c'est quelque chose qui est inconnu, qui vient confirmer les décisions qui ont été prises précédemment. Oui, c'est souvent le cas. On oublie souvent les événements secondaires qui permettent de fixer dans le marbre, de fixer dans le temps les décisions des grands conciles. De la même manière, ça n'a absolument rien à voir, mais d'un point de vue mémoriel, c'est un peu ça. On parle de la Première Guerre mondiale qui s'arrête à l'armistice, alors qu'en fait non, il y a le traité de Versailles derrière qui marque la vraie fin de la Première Guerre mondiale. Mais qui irait dire la Première Guerre mondiale 14-19 ? On dit 14-18, on reste à ça. Le Yutz, c'est un petit peu ça. Normalement, c'est comme si on avait les décrets d'application, voilà, du concile de Verdun qui sont définis à Yutz l'année suivante. Ça ne portera pas forcément chance à notre ami Drogon, puisqu'il va traverser après le concile de Yutz une période un peu difficile, puisque ses engagements politiques vont lui être reprochés. Ouais, il va avoir des problèmes. Il perd un soutien, il se fait battre. On change complètement de région près d'Angoulême, et puis finalement il va mourir. Ça mérite un petit peu. C'est un petit peu une ironie du sort. Il va mourir en 855 en se noyant dans un cours d'eau. Alors, il faut croire que l'eau n'est pas favorable aux Carolingiens, puisqu'on sait déjà que Charlemagne était mort après avoir pris un bain qu'il n'aurait pas dû prendre et qui lui a valu une pneumonie, je crois. Exactement. Donc voilà, quand vous êtes carolingien, évitez d'aller vous baigner, c'est pas très bon pour la santé. Et bien sûr, sur ces recommandations, si vous êtes descendant direct ou indirect de Charlemagne que nous allons nous quitter, vous pourrez retrouver l'histoire de Yutz, l'histoire méconnue du site de Yutz, dans Grande Date de Moselle, dans tous vos points presse et en librairie. Merci Eric Labaille. Merci Cédric. Retrouvez tous nos podcasts, livres, articles et vidéos sur notre site internet icyenregion.fr.